Bonjour à tous. Alors, on rigolait avec JT à l'instant parce qu'en fait, dans le décompte, dans l'outil que nous utilisons pour la première fois, il y a marqué qu'il faut se recoiffer. Donc Un des moi, deux peut le faire. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je vais pas pouvoir saluer tout le monde, mais j'espère que vous nous entendez bien déjà. Si quelqu'un, alors vous avez vu normalement à votre droite, vous avez la partie chat, la partie questions. Et a priori, ça commence déjà à chatter, donc c'est bon, parfait. Vous avez une partie questions également, vous n'hésiterez pas à l'utiliser et on verra si on met en place des sondages. Voilà. Ça, c'était pour, on va dire, la partie logistique. Euh, Maintenant, je vais commencer par me présenter. Désolé, JT, je vais être un peu mal poli comme d'habitude. Je le fais toujours comme ça. Donc, je suis Christophe Thiel, le gérant de la société Blueboat et également fondateur d'un événement qui s'appelle l'Irep Day. C'est l'écran que vous avez devant vous. Normalement, vous voyez e Day by Blueboat en live. Alors, rapidement, Blueboat, qui on est nous, on accompagne les entreprises pour qu'elles gagnent de l'argent ou qu'elles en économisent avec le web. Voilà, on va faire très simple. Et nous commençons le live et c'est le moment où quelqu'un commence à percer. C'est formidable. Euh, Désolé d'avance. Euh, c'est très bien. Donc, je suis effectivement fondateur d'un événement qui s'appelle l'IRFD. L'IRFD, on l'a créé maintenant il y a 10 ans. C'est un événement qui est là pour parler du web en général, notamment d'e-réputation, mais également de tout ce qui est le commerce en ligne et tout ce qui est les réseaux sociaux. Je vais te perturber quand je vais parler, ça va être très, très gênant. Euh, Mais L'année dernière, on t'entend très bien en tout cas. ouais, c'est bon. Ok, parfait. L'IRFD a eu lieu l'année dernière. En période, comme vous le savez, en 2020, une période un petit peu particulière pour tout le monde, et on a décidé quand même de le faire en réel. Cette année, pour 2021, on a décidé, et donc j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, nous ne le ferons pas, cette R&D. Nous ne le ferons pas en 2021. Par contre, vous êtes des chanceux, vous êtes dans l'IRFD qui aura une version virtuelle cette année. On sera en live, on fera des webinars. Et l'idée, c'est que chaque année, quand on fait l'IRFD, il y a 15 interventions quasiment. Et bien cette année, on en aura 12. C'est-à-dire qu'on en aura une par mois. Et on commence la première du mois de janvier avec Jean-Thomas Rouzin. Avant de te présenter, Jean-Thomas, et le sujet sur lequel nous allons discuter pendant 35 minutes, 40 minutes, hein, on est toujours sur un format IRFD. Donc l'idée, c'est, on a fait un plan, mais je suis sûr qu'on va l'exposer. Ce plan, on va parler de plein de choses. On va parler de comment booster le trafic local dans ces magasins avec des exemples de marques. Mais avant ça, je voulais juste je suis tombé sur une étude de Shopify. Alors Shopify, c'est un outil qui va vous permettre de créer des sites e-commerce, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un des concurrents de PrestaShop et d'autres de WooCommerce, mais qui est en train de, enfin, JT, tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise, mais qui est en train d'arriver vraiment Ah oui, très et fort. d'être un leader. Ça, c'est le futur leader en fait du e-commerce, hein, très très clairement en termes d'outils. Je sais pas s'il l'est déjà peut-être. Et donc ils ont fait une étude récemment. Ils l'ont sorti là, j'ai vu un article du 26 janvier, donc c'est vraiment tout frais. Il nous disait que 84% des consommateurs ont réalisé un achat en ligne depuis le début de la pandémie et contre 65% en magasin. Donc le côté web est très très présent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 62% des Français ont déclaré soutenir les entreprises indépendantes françaises pour renforcer l'économie locale. On a également 64% des Français continuent à récupérer leurs commandes en magasin ou en point relais. Donc, ça me donne une transition toute faite avec Jean-Thomas. Donc, Jean-Thomas Rouzin, merci Jean-Thomas d'avoir accepté. Je sais que tu es comme tout le temps, mais en tout cas, tu es très chargé en ce moment en termes de business. Tu es cofondateur de WebGeo Service et d'une solution qui s'appelle Woozmap. Euh, Rapidement, vous êtes le leader numéro un en Europe des partenaires Google Maps pour les entreprises. Vous êtes même dans le top 3 mondial, donc bravo à toi et à toute ton équipe. Et je vais Cocorico. te... Alors, au Cocorico, ouais, voilà. Et, moi,
j'ai compris ton métier, parce tu es déjà intervenu l'année dernière hein, sur l'IRAD Ouais. et cette année, on se dit, bah, on va te refaire revenir parce qu'il y a il y a des choses qu'on n'avait pas pu se dire sur scène et c'est peut-être intéressant d'aller plus loin et peut-être de partir sur des exemples concrets de ce que vous Mm. faites. Mm. Euh, et en fait, votre job, alors moi, si je l'ai bien compris, tu vas me dire, je vais essayer de le résumer en une phrase. Votre job, c'est mettre une couche de données sur des maps. Mm. Est-ce qu'on est bon? Ouais, c'est bon, t'as bon, c'est Ok. gagné. Bon, ben Ouais, voilà, on peut arrêter. salut Christophe, bonjour à tous. D'abord, merci de m'inviter, et de m'inviter dans cette nouvelle version, d'être le premier en plus, c'est un honneur. Moi, j'ai vraiment en plus vachement bien apprécié les échanges qu'on a eus et ravi de venir approfondir un petit peu tous ces éléments parce qu'en effet, la géolocalisation, ça paraît simple au début. On sent bien qu'il y a de la puissance et c'est pas juste mettre une carte. C'est bien mettre ses propres données et en tirer parti pour. Et là aujourd'hui, on va parler de comment générer du trafic dans les magasins. Donc, bah, moi, je suis un géographe à l'origine, un parcours universitaire. Ok. Et j'ai étudié la géographie et je suis allé étudier l'informatique, les computer science en Finlande dans la fin des années 90. Donc, on parlait de cheveux, je vais reparler de cheveux encore, j'ai les cheveux blancs. Et à l'époque, en Finlande, j'étais au R&D de Nokia. Donc, Ok. c'était comme travailler chez Apple ou près, enfin au R&D d'Apple aujourd'hui. Et donc, de mixer finalement la géographie, c'est-à-dire cartographier le monde, et l'informatique. Donc, c'était il y a longtemps. Puis maintenant, c'est devenu une discipline qui a accéléré très fortement. Mais l'idée, c'est d'utiliser les cartes pour pouvoir mettre ces données dessus. Et essayer aujourd'hui, c'est de créer des parcours clients avec la personnalisation grâce à la géolocalisation. Et comme on sait, pour reprendre ton image tout à l'heure, que à peu près 80% des données sont géolocalisables, bah, ça crée énormément de potentiel, énormément d'opportunités, et notamment dans le retail dont on va parler aujourd'hui. Mais notamment, enfin, désolé, je rebondis comme d'habitude. Ouais, vas-y. Euh, Si je prends par exemple Google, Google à Google Maps, ils ont des solutions. Finalement, eux ne proposent pas ce service. Vous venez en Ouais. fait vous greffer sur leurs produits. Enfin, je sais pas, je sais que vous êtes en contact régulier forcément avec Bien sûr, Google. bien sûr. Pourquoi eux ne développent pas ce produit-là Ah, finalement? alors ça, c'est une bonne question. On y répond tous les jours, de Ok, manière en plus, euh, assez libre, je veux dire. Donc en fait, pourquoi Google a inventé Google Maps? Parce que 30%, donc je disais 80% des données sont géolocalisables dans le monde. La mission de Google, c'est d'organiser les données et de donner accès. C'est leur mission première. Donc, il y a une composante géographique, ça les intéresse. Deux, 30% des search dans google.com sont des search à caractère local. ok, Donc, en fait, qu'est-ce que ça crée? Bah, ça crée une éducation. Ils ont carrément fait une éducation du marché. J'ai une slide là-dessus sur la requête Near Me dans les Google Trends. Et ouais, en fait, on peut peut-être aller dessus du coup. je vais m'appuyer sur cette slide pour répondre vraiment à ta question. Ouais, ok, En fait, donc on voit la trend de la requête Near Me. Alors souvent, c'est pas une requête toute seule. On tape pas Near Me dans google.com. On tape euh, vélo acheter Near Me. Donc en fait, c'est le ok. complément de requête. Et c'est le trend de ce complément de requête qui, bah, nous, on a décidé d'acheter notre business sur cet effet-là. Donc dans google.com, on voit que c'est une accélération complète, massive, continue de cette requête faite par le grand public en fait. Et Google va filer une map pour pouvoir afficher ces résultats, calculer les distances. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont éduqué finalement le consommateur. Et donc, quand le consommateur après vient sur ton site internet, ben, il s'attend à ce qu'il soit personnalisé de la même manière par rapport à ta géolocalisation. Et là, en fait, Google ne file qu'une map pour faire ça. Il ne donne pas les outils métiers pour géolocaliser tes produits, récupérer la localisation de tes clients et faire la mise en relation la plus rapide possible. Et c'est là que nous, on a développé notre savoir-faire. Donc avec des belles réalisations, avec des beaux clients.
On va parler de certains de ses clients justement. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Si ça te va. Alors, on a dit qu'on allait parler de. Alors, on a annoncé à tout le monde qu'on allait parler de trois marques, Auchan, Valrhona et Yves Rocher. On va commencer par l'une d'entre elles, bien entendu, pour voir comment eux développent le trafic en magasin. Ouais. Parce que finalement, ces trois-là, mais on va voir qu'on en a rajouté une quatrième. Alors, je crois, pour ceux qui ont bien lu le sommaire, il y en avait une quatrième qui était déjà annoncée. Ouais. C'est Maison du Monde. On va parler aussi de Maison du Monde. Ouais. Ce qui est pas mal dans les exemples que tu nous as proposé de regarder, ce sont des exemples différents. Il y a un côté social aussi, enfin solidaire, pas social, mais solidaire également qu'on va retrouver avec Valrhona. Je proposais peut-être de commencer par Yves Rocher parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez complet qui a été fait sur Yves Rocher. C'est une marque incroyable. Enfin, honnêtement, alors je suis pas consommateur de Yves Rocher de mon côté, mais par contre, j'ai lu avec attention des éléments sur cette marque. C'est énorme. Ouais. Il y a une phrase que tu aimes bien et que j'aime beaucoup en intro. C'est il y a deux personnes dans le monde qui n'oublieront pas votre anniversaire, c'est votre mère et Yves Rocher, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, C'est une vraie culture. Il y a une vraie culture très forte du client. Ça paraît bateau, mais vraiment chez Yves Rocher, le marketing orienté client, parce que je me souviens moi de mes études de marketing à la fin des années 2000, c'était le début on passe du marketing produit au marketing centré sur le client et on change notre façon de faire du marketing. Je trouve que culturellement, chez Yves Rocher, c'est dingue, quoi. Et par contre, avec un canal très papier à l'origine, où on recevait beaucoup de courriers, mais avec une attention très très forte, un CRM hyper puissant, ouais, vraiment cette notion de ton anniversaire, on ne l'oubliera jamais, mais parce que tu comptes pour nous, avec des deals, des réductions, des coupons et de la génération de trafic en magasin. Mais aussi de la livraison de produits à l'époque, on était presque en vente à distance. Et donc, en fait, le système qu'ils ont mis en place, donc c'est le système, enfin, c'est Boozmap, hein, qu'ils ont mis en place, enfin, dans ce que j'avais lu, c'était avant le confinement, d'après ce que j'ai compris. Et ça boostait déjà, en fait, leur business. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu le confinement pour commencer à travailler différemment. Peut-être nous dire rapidement ce qui a été mis en place chez eux, et finalement les résultats. Bah, la première étape, c'est. Alors, ils ont mis en place Google Maps et Boozmap. Il y a les deux, en fait. Et c'est là où on revient un peu à ta question initiale, c'est la combinaison des deux qui crée la valeur. Pourquoi? D'abord parce que la map Google, bah, c'est la map qui est utilisée par 1 milliard d'utilisateurs. Donc, évidemment, quand on l'affiche sur son site web, bah, ça rassure quand même un peu l'utilisateur. Il n'est pas perdu, il comprend tout de suite la lecture de la map et il peut mieux se repérer dans l'espace. Mais ce qu'on vient ajouter par-dessus sur cette map, bah, c'est les données d'Yves Rocher pour faciliter le parcours client. Donc, la première étape, c'est l'histoire classique, bah, c'est de faciliter la recherche des magasins, des horaires d'ouverture et des services que le magasin peut proposer. Ce qu'on appelle le store locator ou le lien qui s'appelle où nous trouver sur le site. Je ne sais plus comment il est fait, soit c'est nos magasins où nous trouver ou store locator, mais c'est toujours la même chose. Bah, c'est remplacer les annuaires et faciliter l'exploration de la localisation des magasins parce qu'on veut aller chercher un produit, voir les différentes propositions de produits Yves Rocher. Donc ça a été le début, la digitalisation de son réseau de magasins. Puis après, la deuxième étape, c'est le démarrage de la digitalisation du commerce. Et c'est ce qu'on a fait dans le retail dans plusieurs cas, enfin dans pas mal de cas, bien avant la crise de la Covid. C'est finalement, bah, Yves Rocher a monté un site e-commerce. Ce site e-commerce, la première mission, c'est de se faire livrer des produits à domicile, mais rapidement aussi inclus la possibilité de générer du trafic en magasin, tout simplement en réservant ou en achetant ces produits en ligne, mais en allant les chercher dans le magasin, le click and collect. Et donc là, la première mission, c'était pour eux, de leur côté, d'afficher le stock sur un produit. Et puis, nous, de leur apporter la fonctionnalité pour géolocaliser l'utilisateur.
Il y a quelque chose qui était intéressant dans le témoignage d'Yves Rocher, c'était de dire, en fait, on utilisait la géologue par hasard, en fait. Ouais, Vraiment, c'était le côté, un peu comme tout le monde, finalement, on utilise la géologue tous les jours, on s'en rend pas compte. Mais eux, pareil, ils l'utilisaient de manière, bah, voilà, les clients les trouvaient et ils arrivaient. Mais en fait, là, ils ont vraiment travaillé pour donner des informations supplémentaires. Et là, ça devenait quelque chose d'important pour leurs clients et pour leur business et pour générer du business en magasin. bah pour rester dans le thème, en fait, c'est-à-dire que au départ, la géolocalisation, c'est la map. Il a fallu mettre les punaises des magasins sur la map. Évidemment, on les a aidés à améliorer l'expérience utilisateur, enrichir, exposer vraiment ses horaires d'ouverture, les horaires d'ouverture spéciales, l'animation, les services, etc. Puis après, la digitalisation du commerce. Et là, on aurait pu se dire, bah, ça réduit les visites en magasin. Mais en fait, ça reconnecte encore plus le magasin dans le parcours même e-commerce de l'utilisateur et ça génère des visites, encore plus de visites en magasin. Et donc, le client il devient beaucoup plus libre. Donc, on voit qu'en apportant la géolocalisation, parce que c'est important de sélectionner le bon magasin pour se faire livrer sa commande en click and collect, et ben en fait, la géolocalisation, elle est au cœur de ce parcours client. Et plus on offre d'options aux consommateurs, bah, plus il va les utiliser, plus ça va augmenter sa fidélité. Et plus ça va augmenter, en fait, on s'en rend compte, plus ça va augmenter ses visites en magasin. Soit pour récupérer le colis, soit je récupère mon colis, comme ça j'ai fait mes achats, on va dire standard, mais j'ai besoin d'un petit complément et je vais me focaliser ma visite sur le complément. Bon, on en discutait quand on a préparé ce webinaire. Il y avait la question aussi des les marques souvent travaillaient en se disant OK, je fais du web d'un côté, j'ai les magasins de l'autre, je fais de l'envoi de papier de l'autre côté. Et en fait, on travaillait en silo. Et Ouais. maintenant, on a alors tout le monde va parler d'omnicanal. Enfin, on peut prendre ces termes qui sont souvent malheureusement, enfin, galvaudés, mais en tout cas, je trouve qu'ils expliquent quand même les choses. Et maintenant, c'est de dire, ben, on réfléchit globalement en fait, et on n'est plus en silo, juste dire, bah, le web nous rapporte ça. Et maintenant, c'est quelque chose de global. Et le magasin doit être une partie prenante finalement. Et c'est là où la map, pardon, apporte finalement le lien. Alors, si je peux rajouter un autre exemple client qu'il n'y a pas dans les slides, moi je trouve une boîte un peu sur le principe d'Yves Rocher, mais qui allait presque encore plus loin dans son business model. Et moi je trouve que voilà, c'est Decathlon. Et donc Decathlon a un super client chez nous, a une vision depuis longtemps, une vision technologique en plus. Mais pour dire qu'ils vont à l'extrême, c'est plus loin même que l'omnicanal, c'est vraiment l'intégration de ce parcours client dans l'expérience, mais même dans leur business model. C'est que maintenant, quand vous allez dans un Décathlon, quand on passe à la caisse, on n'a plus de caissier. Ouais. Pourquoi? Parce que tout est digitalisé, on prend ces produits, on les met dans le bac, ça fait la facture automatique, paf, on paye la carte. Alors on pourrait dire, ah, ça réduit les emplois de caissier. Bah, pas du tout. Euh, En fait, Decathlon se dit, bah, je digitalise le process, je permets à mon client de commander en click and collect dans le magasin ou de venir en magasin en lui proposant les informations, horaires d'ouverture, localisation, etc. Et je lui propose, comme je digitalise, je vais pouvoir lui proposer beaucoup plus de services. Donc en fait, moi-même, quand j'étais étudiant, j'ai été vendeur chez Decathlon. J'ai fait la caisse, c'était quand même beaucoup plus sympa d'être dans le rayon et de donner des conseils, donc de former plutôt ce personnel et d'apporter un service en plus grâce à la digitalisation. Mais c'est un service offline, donc qui redonne une valeur supplémentaire à la visite en magasin. Et donc le résultat, c'est que les visites en magasin ne baissent pas. On propose un service complet, une expérience complète mixée entre du digital et du offline pour le client. Et du coup, le résultat, ben, on commande plus chez Decathlon, on visite plus chez Decathlon et on est plus fidèle chez Decathlon. Donc, on est beaucoup plus loin que l'omnicanal où on dit l'omnicanal, ce sont des aiguillages. Moi, je trouve qu'on augmente son lien avec le client et donc la performance de la boîte à long terme. Après, on était aussi sur ce que tu disais, c'est-à-dire on fait de la vente additionnelle, la fameuse vente Ouais. additionnelle qu'on aime faire au niveau e-commerce. Là, on l'a fait en réel, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient faire enfin qui fait du click and collect et du coup il va se rendre dans le magasin Decathlon. S'il a oublié qu'il avait besoin de, je sais pas, de paires de chaussettes parce que il part en rando le lendemain, bah, il ira acheter sa paire de chaussettes en plus. Et donc on a cet effet où on génère du trafic aussi en magasin. Et, Euh, et ça coûte moins cher que des grosses campagnes.
d'acquisition publicitaire. Enfin, je veux dire, de penser comme ça, c'est aussi penser un peu ces budgets d'acquisition un petit peu différemment. De créer le trafic, ça a une vertu. Mais il faut arriver à reconnecter les données, ce qui est pas toujours très simple pour tout le monde. Alors, je prends les questions hein, comme elles arrivent, Ah oui, oui. parce que justement, ça concerne Yves Rocher. Il y a Anthony qui nous demande, alors, si j'ai bien compris, pas de contrainte entre les différents franchisés par rapport à la localisation chez Yves Rocher. Donc, est-ce qu'il y a potentiellement, finalement, une, une, enfin, ouais, comment tu gères en fait la concurrence entre les différents points de vente? Parce que bon, après sur Mulhouse, par exemple, on doit avoir, oui, on est basé à Mulhouse. Sur Mulhouse, on doit avoir un Yves Rocher, mais par contre sur Paris ou sur des grandes villes, comment tu gères cette Non, partie? non, ils ont une vision totalement intégrée. Enfin, parce que le client, lui, il ne sait pas ce que c'est qu'un franchisé ou un intégré ou un flagship. Il veut la marque. Donc en fait, c'est justement, on liste totalement toutes les frontières, on liste l'expérience client. Et pour le franchisé, c'est une vraie valeur ajoutée en termes de service. Donc non, il y a vraiment pas de, il y a vraiment pas de contraintes et pas de différence dans ces cas-là. Ok. Il y a juste une remarque de Malik qui nous dit Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, la galaxie Muliez. Je pense qu'ils ont un peu la main sur pas mal du Non, ils sont business. bons, hein. Enfin, c'est un très très bon client chez nous et ils ont vraiment une vision au niveau du digital qui a beaucoup évolué en une dizaine d'années maintenant qu'on travaille avec eux et c'est vraiment très intéressant. Du coup, ça devient un leader. Ça devient un leader. Ils insufflent des choses également par rapport Je sais à pas. ces re- Je sais pas si on peut penser comme ça. En tout cas, c'est assez inspirant sur certains cas. Ouais. On a passé déjà un petit peu de temps sur Yves Ouais, Rocher, mais je trouve que ouais. c'est un sujet intéressant. Mais on va passer sur un deuxième, alors qui est peut-être un peu plus court, mais qui est intéressant aussi, c'est Auchan. Bah, on est effectivement Auchan international. International, ouais. Euh, alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien par rapport à cet exemple-là, mais tu nous diras peut-être ce que vous avez mis en place. Mais je te donne tout de suite l'exemple parce que euh, j'ai vu qu'en fait, la problématique que vous aviez eue, c'était de vous adapter à la recherche qui n'est pas la même en France au Sénégal, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on recherche pas une rue, a priori. On recherche plutôt je cherche le Auchan qui est près de l'église ou près de je sais pas quoi, voilà. Mais en fait, c'est près de. Là, pour le coup, le Niermi, il est vraiment Ah ouais, près ouais. de quelque chose, quoi. Bah, c'est assez technique. Là, pour le coup, c'est une partie moins métier, mais plus technique. Euh, en effet, pour personnaliser l'expérience de l'utilisateur, il faut s'adapter à la façon dont il se localise, en fait. Donc, il partage sa géolocalisation. Alors, partager sa géolocalisation, ça peut être souvent, on te dit tape ton code postal ou tape ta ville. Mais en effet, par exemple, au Sénégal, il n'y a pas d'adresse. Il y a pas, donc c'est plutôt lié aux points remarquables. Ça marche aussi comme ça d'ailleurs pour les VTC. On a un client qui est opérateur de VTC en Afrique. Les points de prise en charge et les points d'arrivée sont plutôt liés à des éléments remarquables. C'est le meilleur moyen de se repérer. En Pologne, c'est encore un mode différent. Au UK, en France, on a 60 000 codes postaux, 80 000 codes postaux. Au UK, il y a 1 300 000 codes postaux, avec une granularité extrêmement fine. Donc, en fait, internationaliser sa couverture, même si on n'est pas une grande entreprise, là, on parle de Auchan, mais on fait ça aussi avec des enseignes beaucoup plus petites, c'est un projet qui peut vite être complexe. Donc là, il faut bien penser aux contraintes, la façon dont les gens se localisent dans les pays. Comme ça, on ne casse pas les taux de conversion. Et puis aussi, tout simplement, parler la langue. Il faut que la map elle soit dans la langue du pays. On est en Pologne, il faut que ce soit en polonais. Il faut que l'interface soit en polonais. Et donc là, il faut aussi bien penser son projet. Nous, typiquement, on a aidé Auchan parce qu'on a des produits sur étagère qui fonctionnent je crois maintenant, 16 langues, jusqu'à même l'hébreu, le japonais, etc. Et ça, c'est quand même super important quand on pense son projet. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres points à rajouter sur Auchan ou pas par rapport à Non, je ce que vous pense avez fait? qu'on a déjà bien, enfin, je trouve qu'on a bien couvert aussi dans la logique de la digitalisation du parcours client avec Yves Rocher. Je pense qu'après, ce qu'on avait prévu aussi de parler, c'est OK.
là, on a parlé en premier de quand l'utilisateur arrive sur ton site Internet. Mais on a déjà fait l'acquisition du client. Mais qu'est-ce qui se passe en amont et qu'est-ce qu'on doit faire en amont pour améliorer la performance d'acquisition de trafic pour les guider vers les magasins? On est toujours bien dans cette logique. Donc là, c'est plutôt le SEO local. Donc, là, on parle de Maison du Monde. Donc, pour faire du SEO local, on a besoin de deux éléments. On a besoin d'un bon store locator dans son site avec tous les bons codes. Il faut une map pour explorer la localisation des magasins. Je crois que j'ai des copies d'écran sur la slide suivante. Donc, vraiment qui démontre qu'il faut aligner absolument son store locator et la publication de ces données de magasin dans Google My Business. Donc, sur la partie gauche, on gère les données du magasin dans son site. Donc là, dans le site Maison du Monde, il y a un beau store locator avec tout ce qu'il faut pour trouver des magasins, décrire les horaires du magasin et avoir tous les codes qui vont bien pour que quand les robots de Google passent sur ton site, il indexe correctement ton site de manière locale. Et tu es sûr que tu vas bien remonter dans toutes les requêtes à caractère local quand un utilisateur va sur google.com, pardon, et fait une recherche Maison du Monde, Mulhouse. Là, Google, lui, il faut qu'il ait bien trouvé dans ton site de quoi répondre à cette requête. Donc, il faut des codes, il faut des données pour avoir le meilleur score de la part de Google. Mais pour avoir le top score, les robots de Google vont comparer la donnée de ton site Internet avec la donnée qu'il y a dans ce qu'il appelle Google My Business, c'est-à-dire son propre répertoire à lui, son propre annuaire de magasins. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que s'il n'y a pas un matching à 100% des données que tu mets sur la map dans ton site avec les données qui sont dans Google My Business, les robots de Google vont dire ces données ne sont pas de bonne qualité, il y a des chances que je ne satisfasse pas mes clients. Donc, sur une requête ameublement à Mulhouse ou Nirmi, je vais peut-être pas la ranker je vais peut-être pas amener Maison du Monde parce qu'ils n'ont pas bien aligné leurs données sur leur site. Donc, en fait, si ça se trouve, on va proposer un magasin au client et en fait, le magasin n'existe pas ou sera fermé. Donc là, là, tu parles lié à l'outil que vous avez effectivement installé sur Maison du Monde, mais ça pourrait être très bien aussi des pages, tout simplement, des pages avec des adresses ou des choses qui soient liées, en fait. Pour moi, ça fait partie du store locator. C'est un explorateur et en même temps, tu as des pages magasins. C'est ce qui est important aussi, c'est d'avoir une page par magasin sur ton site avec un maillage SEO assez codifié. Hein, c'est assez normalisé maintenant. Pour que Google indexe ça correctement dans sa logique locale. Mais en parallèle, il faut envoyer tes données de magasin dans Google My Business. Et là, nous, on a utilisé le partenariat qu'on a avec une boîte qui fait ça très bien en France, ça s'appelle Partout. Il y a plusieurs types de fournisseurs. On est agnostique par rapport à ces fournisseurs parce que finalement, nous, on injecte via ces partenaires les données dans Google My Business. Et là, à ce moment-là, à tes données, tu es sûr qu'elles sont à jour dans Google My Business et dans ton site. Donc là, tu as le meilleur score SEO. Tu perds aussi les effets de bord qui peuvent arriver, qui sont mince, j'ai oublié de mettre à jour les horaires d'ouverture de mon magasin à cause du confinement, à cause d'un jour férié. Tous ces éléments ponctuels ou événementiels, ou les soldes par exemple, j'ai oublié de les mettre à jour dans Google My Business. Quand l'utilisateur fait une requête, encore une fois, meuble à Mulhouse, si le magasin est marqué comme fermé, tu perds une grosse partie de trafic dans ton magasin, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc quand on est une grande enseigne et qu'on a beaucoup de magasins, il faut industrialiser, un peu comme ce qu'on voit sur la slide, le flux des données. Quand on a une quinzaine de points de vente, c'est quelque chose qu'on peut arriver à faire de manière autonome avec les interfaces Google. Je trouve ça intéressant parce qu'on en avait parlé aussi, mais dans ce qu'on voit là, on commence à parler aussi, et c'est clairement, il faut le prendre en compte. On en a déjà parlé l'année dernière, c'est la notion de parcours client. Ouais. Alors, je vais revenir avec quelque chose que j'aime bien, c'est le SMOT, c'est Zero Moment of Truth. C'est en fait, avant, lorsque quelqu'un se renseignait parce qu'il avait vu une pub à la télé, il se renseignait
sur un produit, c'est parce qu'il avait vu la pub à la télé. Et avant, il allait dans son magasin, il rencontrait un vendeur. Le vendeur lui faisait essayer le produit. Si je prends une voiture, par exemple, il essaye la voiture, ça lui plaît, il achète la voiture, il rentre chez lui, il en parle à des copains. Ça, c'était, on va dire, avant comment ça se passait. Maintenant, avec le SMOT, ce moment de vérité, il était quand on rencontrait le produit, soit le vendeur, ou les deux en même temps. Maintenant, ce SMOT, il va se retrouver, j'ai une info, une pub, ou j'ai n'importe quoi qui me donne une information et qui me donne un stimuli pour me dire, tiens, je vais m'intéresser à ce produit. Et là, je vais sur Internet. Et je vais me renseigner et je vais regarder des vidéos, je peux lire, alors même si le blog, tout le monde dit que le blog est mort depuis 10 ans, je vais lire des blogs, je vais lire des forums, je vais lire pas mal de choses. Je vais me renseigner et moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que j'avais pu voir déjà dans cette théorie du SMOT, c'est que après, la personne allait en magasin. Et en fait, toi, tu fais le lien avec tes outils et sur ces outils Google aussi, de dire, bah, OK, maintenant je me suis renseigné, je sais tout ce qu'il faut sur cette voiture ou sur je sais pas quoi, et je vais me rendre en magasin. Mais par contre, à partir du moment où je veux me rendre en magasin, il faut que le magasin me donne les bonnes infos pour que j'y aille au bon moment quand moi ça m'intéresse. Et à partir de là, je vais en magasin et du coup, j'ai toutes mes infos, j'en sais plus que le vendeur, j'ai plus qu'à acheter mon produit. Exactement. Là, pour la caricature, on n'en est pas loin parce que tu me donnais une stat, hein, je crois, sur le trafic dans les concessions. On a comme client Renault et Nissan à l'échelle mondiale sur toutes leurs plateformes donc, et sur leur parcours client. Et typiquement, il y a 10 ans, c'était 3 visites en concesse avant d'acheter une voiture. Maintenant, c'est à peine une, quoi. C'est-à-dire que je me renseigne, comme tu dis, et à un moment, je passe dans le parcours, je vais sur la plateforme Renault, je me fais ma config. Je ne vais même plus voir le vendeur pour me faire ma config. Je me fais ma config, je me la personnalise. Ça me sort le bon de commande. J'ai plus qu'à aller en concession, mais c'est un moment clé. C'est que là, il faut te diriger vers la bonne concession et souvent la plus proche, la plus pratique. Et donc là, il y a un instant de géolocalisation qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc c'est un moment qui est important. Enfin vraiment, il faut vraiment l'avoir en tête et surtout aussi penser que c'est comme ça que fonctionne le consommateur. Et que ce consommateur, lui, il faut qu'on lui donne les données, il faut qu'on lui donne les informations. Et si c'est pas nous si c'est pas la marque qui donne les informations, c'est d'autres. Alors soit c'est le concurrent qui va prendre la place parce qu'il donnera les informations, soit c'est donné à sa place. Et donc dans ce cas-là, le renseignement sur le produit, il va être biaisé parce que ce ne sera pas les bonnes infos qui seront données. Soit tu le délègues à Google, mais à 10 euros le lead, quoi. C'est ça aussi, ouais, ça effectivement. Bah, après, on peut toujours payer du SEO. Non, mais après, il faut faire ton calcul, quoi. C'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus d'armes pour rééquilibrer un petit peu la donne, quoi. Je dis pas que Google sert à rien, bien évidemment. En plus, c'est notre partenaire, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on a beaucoup plus d'armes pour rééquilibrer l'équation, réaméliorer les coûts et je pense améliorer sa performance. Donc, effectivement, ne pas voir le web en silo, mais vraiment le voir comme quelque chose de global maintenant. Et ça fait partie des éléments. Alors, on le dira jamais assez, je pense, parce qu'il y en a encore qui se posent des questions là-dessus. Peut-être alors je vois ça fait une trentaine de minutes qu'on est en ligne et on avait dit qu'on essaierait de faire 40 minutes. Donc, on va aller peut-être sur l'exemple. Alors, je regarde si on a tout dit sur les, on a tout dit sur les autres. Valrhona. Alors pour le coup là, on n'est pas sur quelque chose de business dans un premier temps. C'est pas parti de ça. Désolé à tout le monde, on va reparler un petit peu de Covid, mais parce qu'on va y retomber un moment. Je fais pas un teasing de fou, mais ce qui est drôle, c'est que là en plus c'est d'actualité. Il y a Pâques qui arrive dans pas longtemps et l'année dernière, à la même époque, il se profile effectivement ce confinement en France. Et vous avez lancé une opération avec Valrhona. Alors peut-être expliquer qui est Valrhona avant parce que tout le monde les connaît peut-être pas forcément. Ouais, mais c'est pas toujours très connu. Mais Valrhona, c'est un chocolatier qui finalement fournit les chefs et les pâtissiers, mais vraiment de haut niveau. Hein. Et en fait, la problématique qu'a vu arriver Valrhona, donc confinement 15 mars, Pâques, je ne sais plus, c'était tout début avril, quoi, 15 jours ou 3 semaines après, on dit waouh, plus de trafic, comment on peut faire pour soutenir nos clients, parce que les clients de Valrhona, ce sont des artisans finalement.
Donc, ils ont un réseau de clients qui lui-même distribue ses produits, mais de manière transformée. Donc, il y a vraiment bien une logique de business, mais aussi une logique de comment animer mon réseau, comment apporter un service dans un moment aussi complexe que le confinement. Alors, on les a aidés à vraiment penser la méthodologie et en même temps développer leur outil et le déployer. Donc, sur la slide suivante, ça montre un petit peu de manière fonctionnelle comment ce qu'on a fait. En fait, l'idée, ça a été de mobiliser le réseau commercial de Valrhona pour prendre contact avec tous ces artisans. Donc, on parle de 2000 ou 3000 artisans en France et de leur proposer de se référencer dans une carte pour que quand les gens, vous vous souvenez, hein, je pense que tout le monde l'a fait, au début du confinement, on connaissait le monde et puis après, on a été obligé de réapprendre qu'est-ce qu'il y avait autour de moi, toujours cette requête NIRMI, mais dans un rayon d'1 kilomètre. Et donc, qui, à l'approche de Pâques, propose du chocolat Valrhona dans ses produits autour de moi. Et donc, comme ce n'est pas le réseau physique de Valrhona, contrairement à ce qu'on a vu avec Yves Rocher, avec Decathlon, avec Auchan, avec Renault, etc., là, il a fallu mobiliser et crowdsourcer finalement le réseau auprès de ses propres clients. Donc, ça a été très simple. Fabriquer un Google Form. Ce Google Form mailing auprès de tous les artisans. Alors en plus, Valrhona a dit, nous, on ne fait pas de chichi, on aide aussi bien les clients Valrhona que les non-clients Valrhona. On veut fournir cette map pour tous les artisans de France. Ils ont envoyé, fait du mailing, commencé à lancer des communications. Et phénomène génial, les artisans ont tout de suite compris le sujet, ont rempli les formulaires et je dirais en moins d'une semaine, on a enregistré 2500 artisans. Une fois qu'il y avait ça, automatiquement, ils saisissaient leurs horaires d'ouverture, les types de produits qu'ils proposaient, le type de service, même les services de livraison à domicile, des services de commande au téléphone, tout simplement, sans faire les choses très compliquées, commande au téléphone et récupération dans la boutique. Et après, Valrhona, lui, comme il a une puissance de communication, Valrhona, il est partenaire des chefs. Je crois, derrière, on voit la slide d'après, on voit qu'en fait, Valrhona, il fait son travail plutôt en positionnement de marque, les partenariats avec les Conticini, les Michalak, l'école de cuisine, Pierre Hermé, etc., pour vraiment utiliser sa puissance de communication pour animer et générer du trafic sur cette map. Le trafic sur la map découle après, évidemment, de la visibilité de la visite, tout simplement, en magasin. Ce qui est intéressant. Pardon, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Non, ce qui est intéressant, c'est que ils sont partis de quelque chose qui finalement ils ne faisaient pas avant. C'est-à-dire que c'est le fournisseur qui fournit, qui fournit un système de communication avec Map sur le web. Et finalement, ils ont étendu, je crois, derrière ils ont étendu l'expérience. Donc, ça a marché. Ça a généré en moyenne, je ne sais plus, 5 visites par magasin aux artisans. Donc, ils ont eu une vraie valeur, un vrai impact. Sur 3000, hein, tu dis 3000 artisans à peu près. Hein, donc ça fait, alors en tout, maintenant, voilà. Et en fait, les différents pays de Valrhona, les pays de Valrhona se sont dit, mais aux États-Unis, on a besoin de faire la même chose. Bon, ils ont lancé la même opération. Au Japon, ils ont lancé la même opération. En Italie, ils ont lancé la même opération. Donc ça, c'est vraiment des opérations d'animation de leur clientèle et de leur réseau. Et après, la dernière étape, ça a été de dire, maintenant, on va essayer de structurer et d'industrialiser et de lancer une plateforme e-commerce. Et donc, continuer à apporter des leads à leurs clients et de développer la logique de click and collect, c'est-à-dire j'achète des produits Valrhona en ligne, je vais chez le client, chez la pâtisserie partenaire de Valrhona pour les récupérer et acheter le fameux produit
le fameux produit additionnel transformé. Ça peut être une viennoiserie, ça peut être un produit, un cadeau, etc. Donc voilà un peu toute la démarche et je trouve que ils ont une approche où ils étaient déjà très bons enfin ils sont très très bons sur l'animation des réseaux sociaux, sur la réputation et ils ont embrassé la map de manière très très vite. Ils ont tout de suite compris le potentiel et ils ont développé cette stratégie tout seuls. Nous, on n'a même pas été là pour leur faire le conseil. Ils ont développé cette vision très rapidement et nous, on les a juste aidés à embrasser l'outil le plus vite possible. Mais on revient sur finalement le maître qui est juste avant entre le web et le maître qui va nous faire rentrer dans le magasin. Et ça, c'est le travail qu'il va falloir faire. Et il faut réfléchir aussi dans chacune de vos entreprises. Je parle pour ceux qui assistent. Il faut se poser la question de quel est le parcours client et est-ce qu'on les emmène bien devant la porte du magasin Mm. pour pouvoir rentrer et ensuite acheter et consommer nos produits. J'en profite pour les participants. N'hésitez pas à commencer à poser des questions. Dans 3-4 minutes, je vais prendre les premières questions. On s'est promis de terminer à 10h55, donc on aura terminé. Mais si effectivement vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur les exemples, je pense on en a vu quelques-uns. Peut-être avant de passer aux questions-réponses, s'il y en a, je voulais te demander, alors j'ai plusieurs questions. Euh, il y a quelque chose, on parle du e-commerce, on parle de l'évolution du e-commerce actuellement en France, bien entendu. Et il y a Fred Cavazza qui a fait une publication, alors je sais pas, ça doit dater du début de l'année, pardon, où il sortait un graphe où en fait il disait mais il n'y a pas, enfin l'impact du e-commerce, c'était en 2018 c'était plus 13%, en 2019 plus 11% et en 2020 plus 11,5%. Alors après, pour moi, il y a un petit biais d'analyse, hein, on peut peut-être se le dire. C'est il y a tout un pan d'activité que tu accompagnes également, c'est toute la partie hôtellerie, qui est un Mm. gros consommateur justement de ce côté réservation en ligne et donc e-commerce, qui finalement n'est plus présent. Donc, est-ce que c'est pas est-ce que Ouais, parce que finalement ça n'a pas augmenté fort sur certains et baissé sur bah, d'autres? ouais, quand on voit la trajectoire en termes de stats que tu donnes, tu dis, ah bah mince, c'est quand même assez flat finalement Ouais, ouais, complètement. la croissance du e-commerce. Nous, dans les chiffres qu'on voit, parce que nous, on a les métriques de tout le trafic, en fait, on voit les demandes de visite de magasins, les parcours e-commerce. Euh, on voit quand même que la partie e-commerce accélère très fort. En effet, comme on prend les chiffres au niveau global, il y a quand même des parcours, des industries, enfin des verticales qui se sont mis en pause. Hein, quand on voit des sites de voyage, de travel, on est dans les plateformes e-commerce d'accord hôtel ou des choses comme ça. Là, on voit les chutes de trafic Ouais. très importantes, mais comme c'est des plateformes qui drainent des millions de visites, ça a tout de suite un impact très fort sur les stats. Donc je pense que ça crée un petit peu le biais. Il y a quand même une tendance de fond qui est l'accélération du e-commerce, pardon, mais on ne voit pas non plus une chute des visites des magasins, en fait. Ouais. Donc, en tout cas, c'est pas moi je trouve, mais c'est assez personnel. On va voir si ça se vérifie. Je trouve que c'est en tout cas pas des métriques qu'il faut essayer de trop de corréler. Surtout quand on a un réseau de distribution physique. Les deux vont accélérer, les deux sont liés. Je pense que plus on va accélérer la digitalisation du commerce en rendant des services, tout simplement, livraison à domicile sans contact ou le click and collect, plus on va continuer la visite, la visite dans les magasins. Donc plus de services apportés, plus de gains au final également à ces marques, hein, très clairement. Ah, et je pense que par contre, ceux qui n'auront pas digitalisé, là, eux, vont souffrir beaucoup. Ouais, ok. Euh, ouais, là, la Carto, on en a parlé pour des grandes enseignes. Très clairement, ce sont Ouais. de belles boîtes hein, dont on a parlé. Bien entendu, on n'a pas tous des entreprises Non. qui ont autant de présence sur le terrain. Au niveau d'une petite structure ou d'une PME, enfin, qu'est-ce que l'on pourrait tirer finalement de ce qui est fait par ces grandes enseignes pour se dire bah, on peut l'appliquer de notre côté. Alors tu as déjà dit des choses, hein, mais Mm. est-ce que toi tu vois des bonnes pratiques qu'on peut utiliser aujourd'hui tout de suite une fois qu'on a raccroché ce webinaire? Alors, pour moi, quand on a
moi, je dirais moins de 10 points de vente, c'est même moins de 5. Ce que je vois, c'est que bon, c'est compliqué de générer du trafic sur son propre site web. Donc, il faut plutôt essayer d'aller trouver le levier sur les plateformes. Ok. Donc, il faut prendre beaucoup de temps pour être très bon sur Google My Business. Les outils sont ce qu'ils sont, on va dire, ils sont pas ouf en termes Ils sont d'expérience. changeants. Mais il faut se battre. Enfin, je veux dire, avec un peu de résilience, ça marche. Parce que moi, je pose la question à mon coiffeur, je pose la question à mon ramoneur, parce que j'ai un poêle à bois. Une fois, j'ai cherché sur google.com et je suis tombé sur l'entreprise de ramonage. Je pensais que c'était une énorme boîte, qui avait un réseau énorme. Ben non, en fait, il habite à 5 km de chez moi. Par contre, le gars, il prend le temps de répondre à tous les avis sur Google My Business, sur Facebook. Il débriefe, il fait en sorte d'avoir plein d'étoiles, plein d'avis, et de mettre tout le temps à jour ces informations. Bah ça change la donne parce que le trafic sur Google, par contre, il va lui en apporter des clients. Euh, et aussi, quand on est plutôt dans. Après, il faut penser aussi aux plateformes spécialisées. Quand on est dans la restauration, quand je discute moi avec des restaurateurs, souvent ils me disent de faire la livraison à domicile aujourd'hui dans les plateformes de livraison, c'est pas tant le chiffre d'affaires que ça m'apporte, d'être bien présent, bien référencé, d'avoir bien mis mes contenus de bonne qualité, que l'exposition de mon magasin à la clientèle locale. Et donc, ils viendront aussi dans mon restaurant parce qu'ils ont vu des belles photos en livraison. Donc, il faut encore une fois pas penser silo. Je trouve que tu as la bonne. C'était exactement ça ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de dire je pense livraison, il faut que je sois documenté sur la partie livraison. Bon, je fais pas de livraison. Bon, je me prends pas la tête. J'attends que les gens viennent dans mon restaurant, tu vois. Il faut utiliser tous les outils. Il faut avoir peut-être un peu une stratégie de hacker pour dire tiens, je vais hacker le trafic à partir des plateformes type Deliveroo ou Uber Eats. Mais en fait, après, les gens, ils sont comme tout le monde. À un moment, ils ont aussi envie de. Un jour, on va se déconfiner. Ils ont envie de venir dans ma salle de restaurant. Il y a une question de Victoria qui demande quels sont les autres secteurs pardon, qui seront disruptés par la géolocalisation en 2021, à ton avis? Waouh! Alors vraiment très 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 rapide parce que Oui. je pense que la digitalisation de la banque, Ok. c'est ce qu'on voit dans tous les verticales. D'abord, tu as une startup qui vient disrupter. Dans les taxis, tu as Uber qui est arrivé. Et puis après, ils ont changé l'expérience utilisateur, le business model. Tout le monde s'est adapté et a mis la carto et la géolocalisation au centre. Dans la banque, il y a Revolut qui est venu changer le mode de paiement. La géolocalisation est hyper importante dedans. Ça, c'est une très forte tendance qui va arriver en 2021. Je pense que aussi, une autre tendance, ça va être la digitalisation, continuer la digitalisation du dernier kilomètre sur Ouais. la livraison. Parce que maintenant que les volumes ont augmenté en e-commerce et en livraison à domicile, il faut être encore meilleur sur les adresses. Et donc, une adresse dans le checkout de ton site e-commerce, c'est hyper important. Encore une fois, parce que si tu sers bien ton client à ce moment-là, le moment où il voudra considérer de venir dans ton magasin, il viendra dans ton magasin parce qu'il sait que tu as compris ce que c'était que le service au niveau parcours digital. Donc, je sais que je serai bien servi dans le magasin aussi. Tout est connecté pour moi. Donc, ça, c'est aussi une autre tendance, je pense. Ouais, enfin, un des points que tu as abordé là, et ce qu'on doit tous retenir, c'est l'adresse. L'adresse, c'est quelque chose de très important. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment un point où il faut être vigilant sur sa partie adresse. Et d'ailleurs, quand tu parlais de la partie livraison, c'était Amazon, je crois, qui nous permet de suivre où en est le colis. Ouais, Et ça, c'est un des sujets aussi. Et moi, je le pense sur des sujets plus industriels, en fait. Tu vois, tu commandes demain ta cuisine, tu commandes demain tes fenêtres, tu commandes je sais pas quoi. Qu'on te dise où en est finalement ton produit dans la chaîne de fabrication et de savoir à quel moment il va arriver chez toi. Je trouve ça hyper intéressant et ça serait peut-être quelque chose à développer. Voilà, je donne des idées.
à Ouais, certains. carrément. Mais on avait même exploré ça avec Carrefour il y a longtemps. Carrefour livré chez vous. On avait été les premiers, je crois, au niveau mondial. Je pense que c'était bien avant Deliveroo à faire ça. Et ce qui était hyper intéressant, une stat, c'est qu'on avait un taux d'engagement qui était hyper élevé. 80% des gens qui recevaient le SMS pour suivre le camion de livraison de Carrefour livré chez vous ouvraient le SMS. Ouais. Et un taux de satisfaction complètement dingue. Donc, on revient toujours sur la notion de service, sur la notion d'information aussi, hein, parce que c'est derrière tout ça se cache aussi énormément d'informations. Mmh. Il est 51, ça fait 50 minutes finalement que l'on parle. Est-ce que peut-être, désolé, alors il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Est-ce que tu as peut-être en conclusion quelques éléments? Moi, j'en ai noté quelques-uns à retenir, mais toi, en conclusion, euh, finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, parce que on le sait, 2020 aura de toute façon marqué l'ensemble de nos métiers et l'ensemble de notre société. Est-ce que toi, t'en tires aussi effectivement des enseignements pour la suite Alors là, moi, c'est mon côté toujours très positif et entrepreneur. Hein, donc, c'est une formidable opportunité. Et parce qu'il y a une attente qui a augmenté très, très fortement. Le consommateur a embrassé le digital. Le consommateur, maintenant, sait ce que c'est que les données. Si on collecte des données, si on ne collecte pas des données. Et donc maintenant, il faut passer dans l'ère du service. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est quelque chose qui est un peu le take-away de 2020. C'est que le digital a continué à accélérer, c'était déjà prévisible. Mais maintenant, la bataille d'apporter des services et de penser j'apporte un service est très importante. C'est pas très compliqué. Il faut juste y penser, quoi. Et ça, je trouve que c'est nouveau. Et enfin, c'est là. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et je trouve que enfin, c'est là. On n'est plus dans le digital comme un outil un peu bizarre qui va générer des données et on va faire les Big Brother, quoi. Je pense que maintenant, c'est une vraie opportunité d'étendre le spectre de nos services qu'on apporte à nos clients. Ok. Moi, j'ai noté 3 points si on devait retenir. Alors, il y a plein de choses, qu'on a dit beaucoup d'éléments, mais 3 points à retenir. Pour la partie SEO locale, les infos, qu'elles soient identiques sur votre site internet que sur Google My Business. Si vous avez plusieurs points de vente, vous pouvez utiliser des outils. Alors, tu en citais un partout. Moi, j'ai pas d'action avec eux, hein, donc on donne juste l'info, mais il y en a sûrement d'autres. Repenser le parcours client, mais le parcours client dans le sens où il se renseigne, ce client, comment il arrive jusqu'à chez moi, enfin jusqu'à mon magasin ou nos magasins. Et n'oubliez pas que quelqu'un qui finalement va arriver dans votre magasin pour faire du click and collect, c'est une opportunité de faire une vente additionnelle également. Donc il y a pas mal d'éléments qui sont voilà. Je résume trois points. Il y en a plein d'autres bien entendu. JT, je te remercie par rapport au temps que tu as pris pour Oh, c'est intervenir et super, pour merci. préparer aussi. On souhaite plein de bonnes choses pour Web Service cette année. Alors du coup, effectivement, voilà, il y a la slide de remerciement qui est arrivée. Merci à Thibaut, parce que Thibaut, en fait, on le voit pas, mais il est pas très loin et c'est lui qui a managé toute l'organisation de cet event. Merci à lui. Donc Thibaut Bernardin, hein, qui est représentant Bluebot qui représente, pardon, pas représentant, c'est connoté représentant, qui représente Bluebot à Strasbourg. Et on a un prochain rendez-vous. Donc merci à tous les participants d'aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déjà vous inscrire pour le prochain webinar de l'IRFD 2021 qui s'intitulera les tendances 2021 du marketing digital. C'est avec Christophe Asselin de Digimind ils écrivent tous les ans un livre blanc sur ce sujet-là. Et donc on va échanger pour voir, on en parle toujours des évolutions et de ce qu'on peut attendre comme tendance pour cette année. On lit pas dans les boules de cristal, mais on va essayer en tout cas de sortir des choses comme on a pu le faire déjà aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie tous. Il est 55. On avait dit qu'on arrêtait à 55. Timing Ah oui. parfait. URD, on est toujours Ah, parfait sur le top. timing.
Je rigole parce que je vois qu'il y a Sophie qui est dans qui est dans le chat et Sophie qui organise avec nous l'IRAD, elle le sait, on est toujours normalement à la bourre. Donc là, c'est bon. JT, je te remercie encore. Je te souhaite encore une très bonne année 2021 et je souhaite une très bonne année à tous. Et je vous dis à très vite pour les prochains webinaires de l'IRFD. Messieurs, dames, au revoir. À bientôt.